couleur te va bien. Donc j'aurai le plaisir de co-animer avec notre vice-président, donc le docteur Vincent Varlet, donc, qui est en charge de tous les sujets médicaux au sein de Sim4Health. Nous avons également le plaisir d'accueillir Isabelle Vitali, qui est au sein de Sanofi, donc Innovation and Business Excellence Director. Et notamment aussi la créatrice du 39 bis, on va en parler dans quelques minutes. Nous avons également la chance d'avoir le professeur Éric Vibert, donc, qui est à Paul Brousse et qui est un chirurgien très reconnu dans la transplantation et notamment un expert au niveau du foie. Je l'ai dit hier lors du dîner, j'ai eu beaucoup de chance de vous avoir à nos côtés. Mon père est passé par l'établissement de Paul Brousse. Il en avait gardé une grande satisfaction et vraiment ça me tient à cœur que vous soyez là. C'était le petit message personnel, mais c'est important aussi d'en parler dans ces moments où on réunit tous nos clients et partenaires. On aura également le plaisir d'avoir le docteur Julien Picard, donc, qui intervient à plusieurs casquettes, bien sûr en tant que clinicien, puisque vous êtes anesthésiste réanimateur au CHU de Grenoble, mais vous êtes également co-dirigeant du centre de simulation de Grenoble. Et puis également, ça nous semblait important avec Vincent, on a parlé des associations de patients, on a parlé bien sûr des organismes de formation, mais d'avoir également un représentant d'une société savante qui a un rôle important et essentiel, voire central, dans beaucoup de projets autour de la formation, et donc au niveau de la SFAR, donc la Société française d'anesthésie et réanimation. Et donc Vincent, comme je sais que tu veux maîtriser le temps, je vais te laisser le micro pour poser les premières questions, notamment à Madame Vitali. Merci Jérôme. Alors Isabelle, Jérôme a parlé du 39 bis, c'est une plateforme d'audace que Sanofi veut mettre en place sur ses 5 axes stratégiques. On a parlé bien sûr de la vaccination, des maladies rares, de l'officine, le bon usage du médicament comme tous les laboratoires pharmaceutiques. Je suis un petit peu passé par là, donc je défends cette belle profession. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer les premiers feedbacks que vous avez pu constater? Parce qu'on dit que souvent les grandes entreprises ont du mal à se transformer et qu'il y a des réticences, voire des freins en interne. Donc est-ce que vous avez déjà des très beaux exemples à nous partager? Alors d'abord, merci pour l'invitation. Je crois qu'il y a... Oui, parce que quand même... Une erreur, j'ai oublié Stéphane. En plus, c'est une erreur impardonnable, puisque donc Stéphane Effler, qui est donc le directeur médical international donc de Biocodex, qui nous fait également la gentillesse d'être présent, et surtout ça a beaucoup de sens également parce que Stéphane est un des premiers clients de Sim4Health, il y a maintenant 5 ans, et on en parlait hier soir lors de notre dîner avec les différents intervenants, la notion quand on parle d'innovation, de prise de risque. Et je remercie Stéphane, avec lequel on a fait déjà beaucoup de projets, et on va en parler dans quelques minutes. Donc désolé de l'oubli, mais tu es le bienvenu et je suis très heureux que tu sois là. Donc en fait, oui, alors je réponds à la question maintenant. Donc effectivement, chez Sanofi, nous avons ouvert le 39 bis, qui est le premier laboratoire en e-santé en France. On n'avait jamais dit parler de plateforme d'audace, mais j'aime bien. En fait, c'est effectivement l'idée, c'était de se dire d'essayer d'avoir un lieu qui ancre une démarche sur ces sujets de e-santé, dont la simulation, mais pas que. Et pour pouvoir mettre ensemble à la fois les parties prenantes internes, ce qui nous paraissait extrêmement important, parce que ces sujets finalement touchent à beaucoup de métiers, dans l'entreprise, que ce soit les équipes médicales, que ce soit les équipes marketing, les opérationnels, le réglementaire, beaucoup, parce qu'il y a des aspects réglementaires qui sont essentiels, le légal, l'éthique aussi, il y a des sujets d'éthique forts que nous abordons. Et donc l'idée, c'était de pouvoir mettre dans un même lieu les collaborateurs impliqués et engagés dans ce type de réalisation, mais aussi d'avoir une ouverture sur l'externe. Ce que nous disons, et on l'a vu encore ce matin, c'est que finalement, une approche, on va dire numérique, au sens large, c'est aussi une très belle opportunité pour travailler différemment, mettre ensemble des acteurs qui ne se parlaient pas forcément hier, des expertises qui n'étaient pas forcément non plus réunies. Et là, en fait, autour d'un même projet, qui est comment pousser la transformation digitale numérique en santé, eh bien, en fait, on peut mettre ensemble différents acteurs. Donc, le 39 bis, c'est un lieu qui est dédié à cela.
mais ce qui est aussi très important, c'est qu'on veut pousser cette transformation, et ça a été aussi beaucoup dit dans la première table ronde, pas pour sortir des gadgets ou être des faiseurs de POC, ce qui est compliqué lorsqu'on n'arrive pas à mettre en fait à disposition des patients et des professionnels de santé les solutions développées. Donc l'idée, c'est véritablement de pousser la valeur, pouvoir en évaluer également effectivement la valeur médicale, organisationnelle, économique en fait de ces solutions pour les patients d'abord, pour les professionnels de santé aussi, et puis ce qui était également essentiel. Et c'est vrai que la simulation peut aider en cela. C'est aussi d'avoir les bonnes stratégies de déploiement en fait, de ces solutions pour arriver jusqu'à la mise sur le marché et à l'utilisation. Parce que là aussi, il n'y a rien de pire. Et c'est de se retrouver avec des solutions qui sont développées, dont on a pu apprécier la valeur, mais finalement de ne pas avoir poussé la prise en main par l'usager en fait, de ces innovations. Voilà, donc on travaille sur 5 sujets très rapidement, effectivement. On n'a pas voulu s'éparpiller, ça nous semblait également très important. Donc on travaille sur le sujet de la vaccination, et peut-être que la simulation pourrait être intéressante pour la formation, l'éducation des pharmaciens qui aujourd'hui peuvent effectivement vacciner en officine, pourquoi pas. On travaille sur le sujet des maladies rares et comment réduire le temps d'errance diagnostique dans les maladies rares. Nous travaillons également sur le sujet des affections cutanées, on en reparlera peut-être tout à l'heure, sur le sujet du bon usage du médicament, qui est un vrai sujet qui est très important pour nous en tant qu'acteurs de santé. Et puis le dernier sujet, j'en oubliais un, je pense, c'est sur l'officine. Merci Vincent. C'est effectivement sur justement l'officine, sur le rôle médical dans le parcours de santé en fait du patient. Que peuvent jouer les pharmaciens d'officine. On parle beaucoup de déserts médicaux. Il n'y a pas encore de désert pharmaceutique, même si il est vrai que de nombreuses pharmacies ferment chaque année. Mais malgré tout, on se dit qu'elles peuvent jouer un rôle fondamental et elles font le lien entre l'usager, le patient et le médicament. Le pharmacien est bien au cœur en fait, de ce dispositif et son rôle pourrait être probablement renforcé par le numérique. Merci Isabelle. Je pense qu'on aura l'occasion à la pause, si tu es encore là, de te reposer des questions. Je repasse la parole à Jérôme. Oui, donc la question est pour le docteur Picard. Alors, Madame Vitali vient d'évoquer un sujet important par rapport à l'usage, notamment la simulation, peut-être dans différentes thématiques, comme l'errance diagnostique. Vous, en tant que clinicien, qui utilisez aussi la simulation, comme l'a présenté Madame Salfati, avec une vision plus large, comment vous voyez d'une part l'intégration de ces outils numériques et puis par rapport à la cohérence de notre table ronde, ces partenariats innovants? Comment un centre de simulation, comment une société savante peut collaborer pour permettre ce que tout le monde souhaite, c'est-à-dire d'avoir une formation qui soit la plus innovante, qu'elle soit bien sûr d'un point de vue médical ou d'un point de vue technologique. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Et effectivement, je revendique en premier lieu d'être un soignant. Sur les nombreuses casquettes qui sont complémentaires, la principale, la vocation, c'est celle de soigner les patients. Je travaille effectivement en réanimation avec essentiellement de la prise en charge de patients traumatisés graves, victimes d'accidentologie routière ou sportive, à Grenoble donc. Et effectivement, on a vu apparaître ces outils pédagogiques qui nous permettent de développer à la fois en termes d'enseignement initial, mais également de formation continue, des compétences qui jusque-là ne nous étaient pas enseignées. C'est notamment le cas de toutes les compétences dites non techniques, qui vont être des compétences de travail en équipe, mais également des compétences de prise de décision, de gestion de stress, de hiérarchisation des priorités dans des situations critiques. Et deux mots-clés pour ces types de compétences, interdisciplinarité et multiprofessionnalité. C'est-à-dire qu'on a décloisonné complètement les spécialités médicales, chirurgicales, radio-interventionnelles et les professions de santé, médecins, infirmiers, chirurgiens, aides-soignants, brancardiers, pour les associer au cours de ces séances de formation. Donc très clairement, il y a une prise de conscience de l'importance de développer ces compétences si on veut améliorer nos pratiques et donc améliorer le service rendu aux patients, puisqu'on est tous d'accord pour dire que le patient doit absolument être au centre de nos préoccupations. C'est ça notre point commun, c'est ça notre cœur de métier. Et tout ça est coûteux en temps humain, coûteux en moyens, matériel également.
On l'a vu tout à l'heure lors de la première table ronde, le nombre d'étudiants, et on parlait que des étudiants de médecine, mais c'est pareil pour toutes les professions de santé, est en augmentation exponentielle. C'est bien à terme, puisqu'on manque de certains professionnels de santé dans notre pays, mais entre-temps, il faut pouvoir absorber cette vague. Et donc, pour ça, on a besoin de coordonner nos forces, et ces forces elles vont impliquer les différents acteurs du monde de la santé. Alors, on a déjà, les partenaires industriels participent déjà de fait, les acteurs industriels participent déjà de fait au financement de la formation, puisque en tant qu'entreprise mettant sur le marché des spécialités pharmaceutiques, ils contribuent à l'ONDPC et à son financement. Et il y a de nombreux autres domaines dans lesquels leur contribution est déjà effective. On parle du monde du médicament, mais c'est particulièrement vrai et intéressant maintenant dans le monde du dispositif médical, pour lequel la réglementation européenne est en train d'évoluer et pour lequel, très clairement, on va aller vers des règles beaucoup plus strictes avant la mise sur le marché de dispositifs médicaux. Et bien là, on peut imaginer, et plus qu'imaginer, on est en train de développer, des partenariats qui commencent très en amont de la mise sur le marché de ces dispositifs médicaux, avec bien évidemment des clauses de confidentialité, mais qui permettent d'intégrer très tôt dans le design, le développement et l'évaluation avant la mise sur le marché de ces dispositifs médicaux, des compétences qu'on peut apporter, nous, à partir du monde académique, compétences en termes pédagogiques, compétences scientifiques et compétences de terrain, parce qu'on constate au quotidien certaines choses qu'on ne peut pas constater en laboratoire ou en salle blanche. On va évoquer les partenariats, en effet, tout à l'heure. Je pense que c'est en effet important dans la co-construction et aussi dans l'atelier qu'il y aura après la pause. Je suis un peu obligé de rends la parole. Hein, voilà, je coupe, je suis désolé. Moi, j'avais une question pour Stéphane Effler, parce qu'on voit bien qu'on a évoqué cette diffusion de ces nouveautés auprès de la communauté médicale. Aujourd'hui, Biocodex parle beaucoup de microbiote. C'est un sujet médical d'actualité. Comment aujourd'hui un laboratoire qui a une responsabilité aussi de diffusion à l'international de ces actualités peut finalement communiquer à travers la planète sur l'ensemble de ces communautés? Oui, merci pour l'invitation. Je vais essayer d'aller super vite parce que je pense que c'est important que les gens puissent poser des questions. Nous, effectivement, moi, c'est mon 6e cas virtuel, patient virtuel. Et là, effectivement, on travaille sur un patient plutôt microbiote. Donc l'idée, le microbiote, c'est 10 fois plus de bactéries que de cellules qu'on a dans l'organisme. Il y a des gens qui pensent même qu'on est plutôt plus microbien que humain. Et on s'est concentré sur une infection particulière. C'est 4,4 milliards de personnes infectées dans le monde. C'est à peu près 1 million de morts minimum. C'est Helicobacter pylori. Et avec un focus très très fort sur l'Asie. Et donc on a travaillé effectivement, et là on est en période de validation du cas, sur un cas d'éradication des Helicobacter pylori. Et alors c'est pas de la vie, nous on est en tant qu'industriel, nous on est sur des principes de ça doit être robuste, facile à implémenter dans les pays. Par exemple la Russie, on a une problématique il y a des gastro-entérologues tous les 250 km. Et donc, on va proposer un outil de gestion d'un patient qui est affecté par Helicobacter pylori en anglais d'abord, ensuite en russe, probablement en chinois. Tu souhaites qu'on passe la vidéo maintenant? Oui, du cas? C'est bien. Léa, si tu peux donc l'envoyer. Et en fait, vous le voyez, nous on utilise aussi, l'avantage c'est qu'on utilise une plateforme qui est validée, Medicactive, et l'outil sera à disposition de tous les gens qui le souhaitent. Alors, on redonnera plus de détails tout à l'heure dans l'atelier, puisque dans le cycle du produit, Stéphane va intervenir et on montrera justement les différentes étapes très importantes entre la conception et la réalisation. Oui, là, je ne pense pas qu'il faille aller jusqu'au bout de la vidéo, mais c'est effectivement l'idée. Maintenant, j'ai quand même pas mal d'expérience. C'est le cas doit être complexe, il doit être réel, il doit être construit sur des conférences de consensus, donc c'est evidence-based medicine, pour pas qu'il y ait de discussion. Et c'est uniquement, et je le dis vraiment de manière, parce que je suis intimement persuadé, là vous avez une endoscopie avec ici un œsophage, les différentes colorations, enfin des manières de voir là c'est de l'histologie. L'idée c'est que ces cas ne servent qu'à discuter
et interagir entre médecins et médecins. C'est-à-dire que c'est une formation qu'on met à disposition des médecins, un médecin qui anime le cas, des médecins qui jouent, qui se forment. Nous, on est complètement, on fournit uniquement l'outil et voilà. On n'est pas du tout partie prenante dans l'animation du cas. Le cas, c'est vraiment entre médecins. C'est des gastro-entérologues vis-à-vis d'autres gastro-entérologues ou des généralistes. Alors merci, justement, tu évoques le fait de pouvoir discuter entre médecins. Ça me permet de rebondir pour une question à Eric Vibert. On voit bien que la chirurgie, elle est en pleine mutation, non seulement avec les outillages, la technologie, les robots. On voit que la pratique, ne serait-ce qu'en formation initiale, est très importante. La collaboration entre les différentes générations. Il n'y a plus le maître du savoir du mandarin qu'on avait peut-être connu quand on a fait nos études, mais une collaboration et puis surtout une co-construction. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre avis sur ces nouvelles étapes ? Oui, en fait, moi je suis donc chirurgien universitaire et quand on est chirurgien universitaire, on a 3 rôles normalement. Un rôle de soins, de recherche et d'enseignement. En fait, l'hôpital nous capte trop pour pouvoir faire les 3 choses. Donc moi, j'ai fait surtout de la recherche et du soin. Du soin, c'est indispensable parce que sinon, on n'est pas capable d'innover en ayant des idées. Et à travers la recherche, j'ai rencontré une multitude de gens, en particulier dans le numérique. Il se trouve que je fais de la chirurgie hépatique et de fait, ça pose des problèmes d'un organe complexe et dynamique pour lequel on a besoin de simuler des choses. Et donc, on a fait de la simulation hémodynamique, on a fait de la simulation anatomique. Et finalement, à travers ces outils de recherche, on est retombé sur des outils de simulation. Et en fait, on a créé, en particulier avec l'aide d'Enguerrand Abran du Fonds d'innovation de la FHF, un événement un petit peu atypique, qui est finalement une expérience qui a bien marché, qui s'appelle le Week-end de l'innovation chirurgicale. Ce Week-end de l'innovation chirurgicale, c'est en fait quelque chose où j'ai mis à disposition des autres mon réseau que j'avais développé dans le domaine du numérique. Et en fait, j'ai apporté à mes collègues chirurgiens qui évidemment avaient d'autres idées que moi dans d'autres systèmes, ce genre de choses. Donc le week-end d'innovation chirurgicale, c'est 2 jours et demi de réunion avec un objectif qui est de mélanger des gens qui sont des chirurgiens, des chercheurs dans le domaine du numérique, donc, et des industriels, et donc en particulier Sim4Health qui est là cette année. C'est soutenu par l'INRIA, c'est soutenu par l'Institut Mines Télécom, par le Fonds d'innovation de la FHF, par l'Université Paris-Sud Paris-Saclay. Et l'objectif, ce n'est pas un énième hackathon pour manger des pizzas en buvant des bières. C'est quelque chose qui a pour objectif de créer, au terme de ce week, un projet qui va être soutenu, un projet qui va aller au bout. Donc, ces 2 jours, l'erreur en chirurgie cette année, avec une question, c'est l'erreur en chirurgie et au bloc opératoire, 2 points, le rôle du numérique. On va faire intervenir un pilote d'avion, un chirurgien, un anesthésiste et 3 ateliers. Un sur est-ce que le bloc opératoire peut être considéré comme un cockpit d'avion ? Est-ce qu'il vaut mieux aller vers la simulation haute fidélité ou quelque chose de plus simple de manière à embrasser plus d'interventions ? Et finalement, est-ce que la simulation peut être utilisée comme un outil de certification des chirurgiens ? Et l'objectif, puisque le ministère de la Santé sera présent, c'est d'être aussi une force de proposition dans le domaine de la simulation et de la chirurgie, puisque là, on ne parle que de chirurgie. Merci Eric. Alors, en vous écoutant tous les 3, ça me permet de reposer une question à Isabelle sur la dynamique qui a été faite avec le 39 bis. Il y a 5 thématiques que vous avez soulignées sur les approches. Comment, de manière concrète, puisque c'est aussi une des ambitions de cette conférence, on peut imaginer, par exemple, autour de la simulation numérique, par rapport aux thématiques que vous évoquiez. Notamment, on avait parlé ensemble de l'errance diagnostique, mais il y a aussi sur d'autres sujets. Donc, comment, en écoutant tous ces acteurs qui souhaitent travailler ensemble, qui ont des projets et qui veulent réaliser, ça, je pense que c'est vraiment le mot un peu fédérateur depuis ce matin, c'est de pouvoir faire des choses. Quels seraient pour vous des éléments concrets qui seraient peut-être issus de 39 bis ou des collaborations, des idées qui émergent aujourd'hui ? C'est vrai que c'est très inspirant depuis ce matin. C'est vrai aussi que Sanofi s'est déjà engagé dans cette approche en fait, de la simulation avec les équipes internationales, puisque vous avez déjà engagé un projet en cardiologie sur le parcours de soins des patients avec la Chine, l'Algérie et puis l'Italie. On se rappelait cela tout à l'heure avec Vincent. Par rapport aux questions que l'on souhaite adresser et qu'on a commencé à adresser au 39 bis chez Sanofi France,
En fait, c'est vrai que la question des maladies rares et comment finalement plus rapidement identifier des signaux faibles qui pourraient laisser présager une maladie rare et donc pouvoir orienter le patient plus rapidement dans un centre d'expertise pourrait être une approche, enfin en tout cas la simulation pourrait probablement être une approche pour aider en fait les professionnels de santé, médecins généralistes par exemple, qui voient beaucoup de patients, peu de maladies rares évidemment, à pouvoir en tout cas oui, détecter ces premiers signaux. On avait aussi imaginé pouvoir utiliser tous les bénéfices de la simulation sur le sujet également des affections cutanées, en particulier de la dermatite atopique, pour laquelle on sait que des patients sont souvent perdus de vue, en tout cas pour les dermatites atopiques sévères, et comment en fait pouvoir réidentifier ces patients. Et puis il y a le sujet effectivement du pharmacien. Je pense que là aussi, pourquoi pas, la formation des équipes officinales, qui est un vrai sujet aujourd'hui pour le pharmacien d'officine, avec toutes les belles démonstrations que j'ai vues sur le sujet des formations, en particulier pour les infirmières tout à l'heure. Je trouvais ça extrêmement intéressant et c'est vrai que c'est très inspirant. Le sujet pour nous, c'est d'avoir... la vraie question que l'on se pose toujours, c'est l'usage ensuite qu'on va pouvoir en faire. Ça, et lors de la première table ronde a également été évoquée la notion de l'évaluation de la valeur de ce qui est des critères d'évaluation de la valeur en fait de ce qui est proposé. Ça, ce sont des vrais sujets aussi sur lesquels il faut vraiment qu'on se pose dans le développement de ces solutions, parce qu'encore une fois, au bout du bout, il faut qu'on puisse avoir le bon modèle d'affaires qui va nous permettre de les mettre en place. Donc encore beaucoup de conversations, discussions en perspective, je crois. Merci. Alors ça me permet de rebondir aussi pour parler du mode de financement, parce qu'en tant qu'industriel, vous êtes partenaire historique de nombreuses initiatives, qu'elles soient plus classiques qu'auparavant, mais maintenant avec la simulation, on voit que la reproductibilité des actes, des gestes est important. On a parlé de la multiplication du training. Éric Vibert, aujourd'hui, comment vous voyez finalement ce type de financement? Vous avez parlé du fonds FHF, vous travaillez avec des industriels peut-être sur des dispositifs médicaux, des robots. Comment vous voyez finalement ces partenariats, ces organisations pour pouvoir finalement aller plus vite? Parce qu'on voudrait aller plus vite. C'est en effet le nerf de la guerre, le problème des sous, puisqu'on en parlait ce matin avec... Madame DPC. Le problème de fond, c'est que quand on travaille à l'hôpital public, il faut être capable de travailler avec le privé sans créer d'état de dépendance. Et moi, je suis très attaché à l'hôpital public et à l'université, et je suis très ouvert vers le privé, et je fais beaucoup de collaboration avec le public-privé, mais il faut réfléchir à des choses tout à fait équilibrées pour ne pas créer d'état de dépendance, et que le public ne vive plus qu'à travers le privé. Et si le privé disparaît, le public disparaît. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut profiter justement de l'agilité du privé par rapport à des gros bateaux comme l'assistance publique des hôpitaux de Paris, pour qu'on puisse développer des innovations, tester des innovations qui vont ensuite pouvoir se développer. Il faut voir que les centres hospitalo-universitaires sont des lieux où on a besoin des technologies les plus innovantes pour les apporter à nos malades, et c'est là où on découvre les problématiques. C'est là où on découvre les problèmes qui vont nécessiter de développer une solution. Donc c'est indispensable de mettre des gens de structures privées dans les hôpitaux, et c'est même en amont de ça indispensable de mettre des étudiants-chercheurs des écoles d'ingénieurs qui, eux, ont pour objectif de développer ensuite des boîtes, alors que le docteur, s'il est docteur, il n'est pas industriel. Moi, je suis chirurgien universitaire, je ne suis absolument pas industriel, donc il ne faut pas me demander à moi de vendre des choses. Donc je pense qu'on a besoin des industriels et des futurs industriels dans les structures universitaires pour développer des choses. Et voilà, mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de se libérer. Et je crois qu'il y a des modifications des marchés publics récemment où j'ai cru comprendre qu'on allait pouvoir plus rapidement faire rentrer des
des solutions qui viennent du privé sans passer par toute la dynamique des marchés publics qui pose un vrai problème pour avoir des petites choses. Ouais, c'est une des recommandations, tout moins des pistes pour faire évoluer ce qu'on appelle scaler les startups, pour être en bon anglicisme, par Mounir Majoubi, donc, qui est le secrétaire d'État au numérique, pour passer donc au-dessus des 100 000 ou 120 000 euros, enfin je ne sais plus quel est le montant, mais faciliter ces collaborations. Et ça, je pense que c'est un élément qui a été souvent évoqué avec beaucoup des intervenants, c'est faciliter aussi ces moyens et peut-être retirer des éléments qui vont ralentir la diffusion de la technologie. Alors, je voudrais revenir avec Stéphane. On a parlé beaucoup de la facilité d'usage, mais aussi que le numérique permettait un meilleur échange, avec maintenant plusieurs projets, plusieurs expériences dans différents pays. Est-ce que, Stéphane, vous pouvez revenir sur voilà, la perception des professionnels de santé et cette proximité que vous avez pu avoir avec ces outils numériques? Elle est... Enfin, je suis un petit peu un conflit d'intérêt quand même. Elle est très bonne, mais c'est pas parce qu'on l'a fait qu'elle est très bonne, c'est parce qu'elle est réellement très bonne. C'est-à-dire que le principe, c'est toujours de se dire, il faut trouver, on dit souvent au niveau médical, content first, le contenu d'abord. À partir du moment où on a un vrai besoin qui est identifié sur un besoin médical qui n'est pas couvert sur information, là, ensuite, c'est de se dire, on prend les meilleures personnes. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas gastro. Moi, je suis chercheur, j'ai une formation de chimiste. Donc, monter un projet sur Helicobacter pylori, franchement, c'est pas mon truc. Donc, c'est de trouver et là, par exemple, on a pris le leader mondial sur le traitement d'Helicobacter pylori. C'est le premier auteur de toutes les grandes conférences de consensus. Donc, on lui a dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses? OK. Ensuite, c'était quelles sont les vraies problématiques, les problématiques de diagnostic, les problématiques de première ligne de traitement avec les résistances à la clarithromycine par pays qui sont très différentes. Deuxième ligne de traitement pour éviter les résistances aux antibiotiques. Suivi. Voilà. Et donc, c'était à partir de ça qu'on a construit le cas. Et ensuite, quand il est déployé, c'est incroyable comme les gens discutent entre eux. C'est-à-dire que nous, on est à part et on donne un prétexte à discussion avec des quiz. Et chaque fois qu'il y a une question, le médecin qui anime le cas discute en disant voilà ce qui est recommandé. En Allemagne, ils sont à moins de 15% de résistance à la clarithromycine, donc ils utilisent les premières lignes avec la clarithromycine, ce qui n'est pas le cas du tout en Chine, ce qui n'est pas le cas en Inde. En Inde, on peut acheter des antibiotiques sans ordonnance. On peut acheter donc c'est vraiment l'outil est donné pour échanger, pour discuter, et ça marche très très bien. Et effectivement, là, on va le déployer effectivement sur la Russie, sur la Chine, parce que pour nous, ça a du sens. Et puis en termes d'image société, là, on est plus sur des enjeux qui sont des enjeux de compagnie. Hein. Pour nous, c'est très très important d'avoir cette visibilité, de permettre de fournir un outil qui nous permet de se différencier des concurrents et de former des gens avec un outil qui est extrêmement performant et qui est médicalement valable. Alors, content first, j'ai donc peut-être une question pour Julien, puis après Eric voudra reparler. Mais Julien, quand on a besoin de développer finalement tant de contenu dans un centre de simulation comme tu l'animes à Grenoble, comment on fait? Est-ce qu'il faut une approche multidisciplinaire? Parce que finalement, il faut que tout le monde intervienne de façon pragmatique et puis avec des contenus qui ont cette légitimité. Comment on fait pour développer tant de matériel, puisqu'on voit que finalement les besoins sont très importants, et derrière ça, j'ai peut-être une petite question financière derrière. Alors, comme tu dis, effectivement, c'est une approche multidisciplinaire, mais pourtant, il faut un esprit de synthèse pour que les choses ne mettent pas 2 ans à aboutir avec un dépassement par les progrès technologiques qui la rendent futile à la fin. Donc, en fait, on dispose, excusez-moi du terme, entre guillemets, d'une animalerie. C'est-à-dire que quand on a 600 étudiants de différentes spécialités, de différentes professions qui passent entre les mains des instructeurs en simulation, on avance très vite sur le recueil des besoins et l'évaluation au jour le jour des outils dont on a besoin. Donc, on est vraiment à la base. Donc ça, c'est le premier acteur. Le deuxième acteur, c'est effectivement tous les ingénieurs, que ce soit sur des partenariats avec des écoles, et on accueille, nous, par exemple, chaque année des étudiants de Polytech sur des projets de simulation qui aboutissent concrètement à des prototypes chaque année. Et puis le troisième acteur, ça va être le partenaire qui va permettre de financer le projet, que ce soit un partenaire institutionnel ou que ce soit un partenaire du privé.
Donc c'est vraiment comme ça qu'on arrive à travailler et à avancer en ayant très tôt ces 3 partenaires et chacun fait son travail, chacun fait ce qu'il sait faire. Moi, je ne sais pas créer, monter un business plan et par contre, je sais enseigner et soigner les gens. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de trouver aussi des financements. Éric Vibert voulait intervenir sur la partie contenu. Oui, je voulais juste rappeler une chose, c'est qu'en plus, la simulation peut permettre de créer de la valeur, de créer de la connaissance. En fait, moi, j'ai développé une application, d'ailleurs grâce à l'assistance publique, de communication médecin-malade dans le domaine chirurgical, où ça permet en fait de raconter à un malade ce qu'on va lui faire de manière graphique. Et on a transformé un peu l'outil pour que ces données graphiques permettent de fabriquer de la donnée alphanumérique. Et l'idée, c'est que ce genre d'outil peut permettre de pouvoir évaluer la manière dont les chirurgiens font de la médecine, font de la chirurgie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de faire de la science. C'est-à-dire que c'est un outil de communication médecin-malade et derrière un outil de captation de données, puisque un petit schéma vaut mieux qu'un grand discours, et ça permet comme ça d'évaluer toute la complexité de la chirurgie qu'on essaye de faire entrer dans des cases par des études contrôlées, mais qui ne peuvent pas entrer dans cette case-là. Voilà. Donc ça crée de la valeur à travers justement ces outils de simulation qui permettent de communiquer avec le malade et donc d'informer une base de données de la manière dont le chirurgien va prendre en charge le malade.